Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le rendez-vous des sports. Au menu de ce nouveau numéro de votre émission, quelle gestion des joueurs professionnels locaux pendant les vacances? En deuxième sujet, nous parlerons du CHAN Maroc 2023 pour savoir où en sont les écureuils. Pour finir, nous aborderons la CAN féminine Maroc 2022 qui se joue actuellement du côté du royaume chérifien. Sur ce plateau avec moi, comme toujours, mon confrère Ibeda. Bonjour. Bonjour, j'ai compris. Et avec nous, nous recevons toujours notre préparateur psychologique qui connaît aussi bien le championnat parce qu'il est l'un des acteurs majeurs de ce championnat. Espero Amian, bonjour. Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu sur le plateau de BLTV. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler du championnat béninois pour savoir, après la fin de ce championnat qui vient de prendre fin il y a quelques semaines, quelle est la gestion qui est faite des joueurs professionnels locaux pendant ces vacances-là? Je vous remercie. Vous savez, nous sommes dans un championnat professionnel et quand il s'agit de professionnalisme, il y a ce qu'on appelle le temps de vacances. Le temps de vacances parce que vous n'êtes pas sans savoir que le championnat béninois a eu deux grandes phases. La première phase, c'est la Ligue Pro. Et ensuite la Super Pro, sans oublier la Pro Suite. Actuellement, nous sommes en vacances, vacances qui courent la période du 15, depuis le 15 juin, où la dernière journée a été jouée des deux côtés, championnat Pro Suite comme Super Pro. Donc les joueurs sont en vacances jusqu'au mois de septembre, parce que ça va recommencer, le championnat reprendra en septembre, le 24 septembre, selon les conclusions de l'AG de Ndali la fois passée. Aujourd'hui, vous savez, répondre à la question de comment on gère les joueurs en période de vacances. Est-ce que c'est comme en Europe? Bon, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas tout de suite dire que ça soit comme en Europe parce que ça dépend de quel type de contrat le joueur a signé avec le club. Aujourd'hui, vous savez, parlant de professionnalisation à un moment donné, il a été dit qu'il doit avoir des sociétés sportives. Oui. Les sociétés sportives, alors, ont signé des joueurs. Comment ces joueurs seront gérés normalement? C'est un contrat 12 mois sur 12, parce que quand on parle de contrat, il y en a qui signent des contrats de saison, 6 mois, juste le temps de la saison. Après les matchs de la saison, c'est fini. Il y en a qui signent des contrats de 2 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que quand on signe un contrat de 2 ans, ça fait 12 mois sur 12 fois 2. Ben, il faudrait normalement qu'on paye ces joueurs-là pendant les vacances. Est-ce que cela se fait? Effectivement, ne me posez pas aussi la question pour que je puisse répondre. Parce que quand on prend un peu ce qu'on voit sur le terrain, quand on essaie d'analyser ce à quoi on assiste, des joueurs professionnels qui jouent des tournois de proximité, généralement communément appelés PACA. Ce sont les mêmes joueurs qui ont animé le championnat que vous retrouvez à Fidjirosé, que vous retrouvez à Sakété, que vous retrouvez à Godomé, dans le sable quelque part. Ça voudrait dire que si effectivement ces joueurs sont payés 12 mois sur 12, s'ils sont bien traités, ils n'iront pas jouer ces tournois de proximité parce que la véritable raison de ces tournois de proximité, c'est l'argent. Ils sont à la quête de ce qu'ils vont manger. Donc, vous êtes d'accord avec moi que quand on suit tout cela, il se pose un véritable problème du traitement de nos joueurs pendant les périodes de vacances. Mais est-ce que normalement la question devait se poser dès qu'on se dit qu'on veut professionnaliser le football béninois? Merci beaucoup. À partir de ce que a dit mon cher frère Amian, il faut dire qu'aujourd'hui, la gestion qui est faite de nos professionnels locaux est un véritable problème parce que en tant que promoteur de club, en tant que dirigeant de club, je dois quand même savoir quel est le suivi qui est fait de mes joueurs lors des vacances. Parce que
quoi qu'on dise, si un autre club, lors du mercato, ne le prend pas ce dernier, il est toujours ton joueur. Toujours. Et il revient dans ton club. Il va jouer dans ton club. Donc si pendant les vacances, il n'y a pas un suivi régulier, pour savoir si le plan sanitaire, qu'est-ce qui est fait, avant de s'occuper de lui-même, il faut qu'il y ait de l'argent. Donc si ce dernier n'est pas payé 12 mois sur 12, il y a de véritables problèmes. Comment il arrive à manger? Qu'est-ce qu'il mange? Dans quelles conditions? Sur le plan nutritionnel, qu'est-ce qu'il est fait? Ou qu'est-ce qui est fait? À partir de là, je pense que c'est un véritable cauchemar pour les professionnels locaux. À cette équation, nous demandons à nos dirigeants de changer la donne et arriver à s'occuper généralement de ces professionnels pendant les vacances, histoire de leur trouver quelque chose pour s'occuper d'eux. Sinon, nous allons entamer le processus de professionnalisation, mais dans la longue, on ne va pas aboutir parce que ces professionnels qu'on recherche, la qualité du jeu qui sera produit lors du championnat, on ne l'aura pas. Espérons parler de ces championnats ou bien ces tournois de proximité auxquels prennent part ces joueurs qui viennent de finir le championnat. Maintenant, si ces joueurs l'apprennent, est-ce que ce n'est pas du côté de la fédération que le problème se pose? Non, je ne dirais pas que c'est au niveau de la fédération que le problème se pose. Parce que normalement, si la fédération avait déjà balisé le terrain, on ne devait pas assister à cela. Je suis entièrement peut-être d'accord avec vous, mais quand la fédération balise le terrain et que le joueur n'a pas ce qu'il faut, lui, il est à la quête de ce qu'il aura pour survivre. Donc quand on l'appelle dans un tel club de village, dans un club d'arrondissement, pour dire viens jouer avec nous, et on lui promet à chaque match tu as 10 000, à chaque match tu as 15 000, mais le joueur, il ne va pas refuser. Puis il est en temps de vacances, il n'est plus lié au club. On lui paie même le déplacement. Voilà. Et au cas où il se blessera. Voilà même la véritable... Est-ce qu'il mesure cela l'importance ou bien de se préserver pendant ces vacances? Non, vous savez, quand on parle de joueur professionnel, ce n'est plus un joueur ordinaire. C'est un individu à part entière qui a rendu service. Il a rendu service à un club. Nous nous sommes entendus, nous avions signé un contrat et on s'est rendu service. Et du moment où j'ai rendu service, vous savez, tout cela part du fait qu'il n'y ait pas vraiment un projet sportif pour les clubs. Nous jouons le championnat pour faire quoi? Pour se maintenir. Nous jouons le championnat pour rester parmi les 4 premiers. Nous jouons le championnat pour être premier, nous jouons le titre. Ou quel est notre objectif? Est-ce que nous, à notre niveau, en tant que club, en tant que participant du championnat, je mets en place un projet pour vendre. Ce qui se fait ailleurs, c'est ça. En Europe, c'est ça. Tous les clubs, vous ne pouvez pas demander à Angers aujourd'hui de se lever pour dire qu'il veut être champion, jamais. Même Leicester en Angleterre, qui était champion, qui a été champion, excusez-moi, Leicester n'était pas parti pour être champion. C'est parce qu'ils ont constaté que en abordant les matchs, avec un certain nombre de motivations, un certain nombre, la force mentale qui les accompagnait, ils abordaient chaque match et ils trouvaient une facilité de gagner, de remporter leur rencontre. Alors, ils ont commencé par oser. Puis ils ont dépassé le premier, ils ont dépassé le deuxième, ils ont dépassé un certain nombre de challengers, ils se sont dit, ah, là maintenant, on peut oser, on peut aller au titre. Mais c'est comme ça des clubs fondent d'abord leur projet de société et se disent maintenant, nous voulons jouer le titre, nous voulons jouer le maintien, nous voulons jouer tant, notre projet, c'est de former et de vendre. Vous allez constater à un moment donné qu'Arsène Wenger à Arsenal est resté dans un processus de former et de vendre. Et cela a profité énormément à Arsenal et ça a permis à ce que la politique d'Arsenal s'est assise et puis ils ont gagné en maturité. Ouais. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe chez nous, il nous faut une conscientisation. Que les présidents de club, que les directeurs, si on parle de directeur général de club, parce qu'on va parler de société sportive, que les directeurs, effectivement, aillent à cette école-là. Quel est notre objectif? On joue quoi pendant la saison? Premier aspect. C'est de là, parce que d'autres vont se dire, on est dans un championnat où tout le monde est champion.
Non, mais si on prend Leicester qui fait rêver. Leicester a fait rêver. Leicester. Donc ils se disent que le rêve est perdu. Non, écoutez, vous n'avez pas les moyens. Une prime de match, je ne peux pas jouer le titre avec une prime de match de 8 000. Je ne peux pas jouer le titre avec une prime de match de 8 000. Alors qu'on dit que c'est un professionnel. Quand on le voit debout, la performance, vu le rang dans le classement général, et on apprend après que des joueurs jouent pour 8 000. Mais en fait, s'ils ont un préparateur psychologique comme vous, vous pouvez les motiver afin qu'ils puissent surpasser cette somme. Je ne suis pas contre. Oui. Préparateur psychologique, oui. On y travaille pour. Tous les clubs aujourd'hui n'ont pas de préparateur psychologique. Je suis à un niveau donné où je fais un travail donné. Mais soyons sincères, le truc, ce dont nous sommes en train de parler n'est pas une histoire de préparation psychologique. Actuellement, la préparation psychologique, je ne peux pas suivre chaque joueur en vacances pour parler de préparation psychologique. Le joueur, le minimum qu'il va manger, un joueur professionnel qui demande 1000 francs pour manger. Dans ce championnat-là. Dans ce championnat. Un joueur professionnel qui, excusez-moi le terme, commande. Le mot est fort. C'est fort. Et c'est dans notre championnat. Et tout le monde parle de professionnalisation. Les primes, vous ne pouvez pas être un président de club, par exemple, aujourd'hui, vous donnez 100 francs comme prime de match. Et la suite, vous revenez à 50 francs. Non, ça ne marchera pas. Maintenant, ce dont nous sommes en train de parler, effectivement, ce sont les vacances. Si vous pouvez avoir votre politique et dire, bon, alors, nous ne sommes pas en mesure de vous donner le salaire total pendant les vacances, soit nous vous donnons la moitié, soit nous vous donnons le tiers. Il y aura abattement de salaire. Et là, vous entendez. Mais si on laisse les joueurs comme ça, on ne leur dit plus rien. Vous pensez que ce joueur-là, après avoir joué les tournois de proximité, va, quand ils viennent en pré-saison, préparation de la nouvelle saison, il triche. Résultat, nous voyons ce que nous jouons aujourd'hui. Je vais revenir sur cette affaire de blessure des joueurs. Au cas où un joueur se blessera, je dirais un joueur commandeur se blessera, comment pourra-t-il revenir sur sortir de cette mauvaise passe-là? C'est de ça nous parlons effectivement. Lorsque vous savez que vous avez un effectif donné et vous rêvez grand pour votre club, que l'année prochaine, la saison prochaine, je ferai partie peut-être des 4 champions. Soit si je joue pour le titre, ou le dauphin, ou le dauphinat, ou bien la 3e place, et que vous laissez vos joueurs, chacun se vaque à ses occupations, ne prétendez pas à un bon niveau. Lorsque ces joueurs-là reviennent avec une béquille, peut-être, je suppose que c'est le meilleur de l'effectif qui est revenu avec une béquille et qui ne démarre pas le championnat. Et c'est peut-être après une bonne partie qu'il revient. Vous n'allez pas attendre les résultats. Vous ne pouvez pas être à la hauteur des enjeux. Vous ne pouvez pas être à la hauteur des attentes. Donc ça veut dire que il doit avoir forcément un suivi régulier pendant les vacances. Et s'il n'y a pas de suivi régulier, le problème persiste et demeure. Et à ce problème, on doit trouver forcément une solution. Et la solution, c'est d'assurer un traitement pour les joueurs lors des vacances. Bon, en attendant que du côté de la fédération et au niveau des clubs, quelque chose soit fait pour que les joueurs puissent avoir au moins ce minimum-là pour couvrir, comme je le dirais, pour les aspirants, comme le gouvernement a eu à le faire avec les aspirants. Bon, nous allons passer à un autre sujet, mais nous marquons d'abord une pause. Nous revenons sur le plateau pour aborder le second sujet qui concerne le CHAN Maroc 2023, où en somme les écuries concernant leur préparation. Ils ont livré un match contre le Congo, nous allons en parler et essayer de voir comment ils préparent les rencontres contre le Ghana et le Nigeria. Hilbert, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ces écuries locaux-là qui se préparent du côté de Kounou, je dirais? Merci beaucoup, cher confrère Akilo. Il faut dire que j'ai eu la chance de suivre ce match entre le Bénin et le Congo. Congo-Brazzaville, il faut le préciser. Moussa Latondi est en train de faire un travail impeccable avec ces jeunes-là. J'ai suivi le match du début jusqu'à la fin. Il a su contenir les joueurs, il a su imposer une dynamique aux joueurs et qui ont très tôt compris l'enjeu. Parce que l'enjeu est de taille
nous n'avons rien que des adversaires redoutables. Ah ouais. Le Ghana et le Nigeria ne sont pas de petites équipes à jouer. Maintenant, en parlant de la préparation, il faut dire, avec l'effectif que Moussa a aujourd'hui, il a su savoir qui il faut placer à la place qu'il faut. Il a pris Salim Bawa, le capitaine de Coton, comme capitaine de l'équipe, et c'est lui qui conduit la troupe. Au milieu du terrain, il est accompagné de son compère Romari Kamoto, de Ghislain Aoudo de la GFT. Ils ont su contenir le milieu du terrain. En attaque, nous avons le redoutable Roland Béakou, et qui n'a pas hésité à trouver la faille face aux Congolais. Donc, c'est dit que déjà, même si... Lors du match aller, il faut le préciser, même si la bataille s'annonce très rude contre les Ghanéens et Nigérians, il faut déjà dire que nous rêvons grand et nous savons qu'avec ces joueurs locaux, le Bénin peut surprendre et peut rêver. Ah oui, hein. Oui. Ghana, Nigeria, sur la voie des écureuils. Est-ce que cette chaîne-là nous ouvre ses portes? J'ai l'habitude de dire impossible n'est pas béninois. Et il faut à cœur vaillant, rien n'est possible. Et je pense que... Et le Béninois n'est pas patient, il faut le dire aussi. Oui, je sais que nous ne sommes pas patients. Je voudrais d'abord partir de ce que, quel que soit le résultat de ces éliminatoires du CHAN, nous devons les prendre comme tels. Je ne suis pas en train de parler de l'échec d'avance, non. Mais je dis aujourd'hui, vu la connotation de l'équipe nationale locale, il y a un fait qu'il faut automatiquement déjà souligner. C'est quoi? Quels sont nos temps forts? Quels sont nos temps faibles? Comment gérer nos temps forts? Comment gérer nos temps faibles? Et ça, c'est assez psychologique. C'est typiquement psychologique. Nous avons des joueurs talentueux, nous avons des joueurs qui ont une intelligence donnée, mais il leur manque ce punch-là, il leur manque ce jusqu'au boutisme. C'est de ça qu'il est question. Si aujourd'hui, on a eu des occasions face au Congo, on a marqué un seul but, et après ce but-là, on a joué au conservateur. Moi, je ne voudrais pas ça. Je voudrais que Moussa Latondi, entre griffes, puisse se dire: aujourd'hui, j'ai un défi personnel face à moi-même. Je veux écrire la page de mon histoire face à moi-même. Et pour l'écrire, il a des joueurs qu'il a. Il a des joueurs qu'il faut, pardon. Il a Bawa, il a Romaric, qui sont des buteurs. Il a Biakou. Il a aujourd'hui le meilleur gardien du championnat béninois avec lui. Agbeinou Guillaume, qui aujourd'hui est en train de basculer de côté du Coton, qui est en train de préparer une compétition africaine. Aujourd'hui, ces joueurs-là doivent se poser la question de savoir qui veut jouer. Ce n'est pas eux. C'est le Bénin qui veut jouer. Et qu'est-ce que nous voulons faire? C'est à cette question-là qu'ils vont répondre. Ils ont déjà le tactique. Ils ont déjà la technique. Ils ont ce qu'il faut. Tactico, technique, ils ont déjà tout ça. Mais il faudrait qu'ils aient maintenant le mental nécessaire pour se dire: quoi qu'il arrive, le Ghana n'est rien. Quoi qu'il arrive, le Nigeria ne pourra pas nous freiner. Donc, aujourd'hui, Moussa Latondi a besoin de doper le moral de sa troupe. Parce que nous ne sommes pas en championnat, nous sommes conscients. Mais il faut, genre là je le dis, nous avons une force. Il faut jouer la solidarité. Il faut jouer la complémentarité. Et il faut jouer l'engagement. C'est ce qu'il nous faut pour vraiment arriver au bout de ces Ghanéens-là. Mais est-ce que le problème du Bénin, ce n'est pas souvent le mental, Ilbert? Oui, c'est souvent le mental. Vous savez, pour ce qui est de la préparation, le sélectionneur Moussa Latondi a fait jouer presque tous les joueurs convoqués. C'est-à-dire, après la première partie où il a constaté déjà que le jeu est à son avantage, il a fait sortir pratiquement plus de la moitié des joueurs sur le terrain. Et les autres sont rentrés. Donc, c'est pour dire qu'il n'a pas forcément joué au conservateur, mais il cherchait quelque chose. Maintenant, un seul but, ça veut dire qu'à tout moment, l'égalisation était possible. S'il ne fallait pas d'abord se rassurer. Mais nous sommes en préparation, donc il voulait savoir de quoi est capable chaque joueur. Donc, il faut les faire jouer pour quand même tirer le bon grain de livret. Maintenant, pour ce qui est du mental, vous savez, nos joueurs béninois ont souvent cette facilité d'avoir une fausse confiance. Ils se disent: nous pouvons, alors que
les autres viennent avec une mentalité très forte. Pour eux, ils vont mouiller le maillot. Alors qu'au-delà de mouiller le maillot, c'est la victoire qui est très impérative. Donc, nos écureuils, nos joueurs doivent savoir désormais que quand on monte sur le terrain, on doit forcément gagner. Et marquer beaucoup de buts. Et marquer beaucoup de buts. Ce n'est pas mouiller le maillot qui est le problème. Au-delà de mouiller le maillot, on doit gagner. Du moment où ils savent qu'ils doivent gagner le match, je pense que la façon de mouiller le maillot doit être différente. Espero, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir une équipe qui marque? Parce que ça a été toujours le problème de l'équipe. Quand je prends Romaric du côté de Coton, il a marqué. Quand je prends Biokou, ils ont marqué. Je dis une chose, il faut mettre ces enfants-là en confiance. Il faut savoir discuter avec eux. Oui, en fait, quand je parle de marquer, c'est marquer au moins 2 ou 3 buts. Oui, vous savez, je me souviens d'un attaquant que j'avais à Yema qui me dit que quand il voit les filets, il a peur. Vous savez, quand tu es attaquant, et c'est le haut niveau, non, c'est normal, c'est le haut niveau. Quand, à un moment donné, peut-être, il a joué dans un club inférieur, maintenant il vient à Yema ou bien il vient à Coton et puis la pression, elle est forte, tout cela. Il faudrait temporiser. Leur dire, vous êtes attaquant, votre rôle, c'est de marquer des buts. Prenez la décision du nombre de buts que vous allez marquer avant de monter sur un terrain, ça se fait. Aujourd'hui, on a vu des attaquants qui ont commencé timidement, mais qui aujourd'hui affolent les compteurs. Donc je pense que nos attaquants doivent prendre du temps de travailler devant les buts. C'est la solution. Prendre assez de temps, travailler dans le but. Tout le monde peut partir de l'entraînement. Et je prends les mannequins. Aujourd'hui, en équipe nationale, il y a des mannequins. Je prends les mannequins, je frappe sérieusement au ballon. Voilà un peu ce que les gens doivent faire. J'étais à un camp la fois passée où on a appelé Thomas Nkono, un ancien gardien du Cameroun, qui a fait les beaux jours du football camerounais. Et il dit, un camarade de Nkono disait, quand tout le monde quittait l'entraînement, Nkono demande à ce que je frappe sur lui près de 100 ballons. Quand on finit les entraînements, Nkono est épuisé, on le ramasse dans une brouette pour l'amener chez lui à la maison. C'est le travail. Merci. En attendant d'avoir des Lewandowski, des Haaland du côté du Bénin, nous allons passer au troisième sujet qui concerne la CAN féminine Maroc 2022. Nous allons essayer de faire le point et voir ceux qui ont cette chance-là de participer au mondial. Hilbert, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette compétition-là qui se déroule du côté du royaume chérifien? Il faut dire que nous connaissons désormais les 6 pays qualifiés au niveau de l'Afrique. Avec des barragistes, c'est ça? Non, pas forcément au niveau des barragistes. Nous avons 4 demi-finalistes qui sont qualifiés directement pour le mondial 2022. Et il y a 2 barragistes qui les ont rejoints parce que les barrages ont été joués le dimanche dernier. Donc à partir de là, nous avons l'Afrique du Sud, la Zambie, le Nigeria, le Maroc, le pays organisateur, et il y a les 2 barragistes, à savoir le Sénégal et le Cameroun. Donc voilà les 6 pays africains qui représenteront notre cher continent au mondial qui va se dérouler du côté de la Nouvelle-Zélande du 18 juillet au 20 août 2023. Avoir ces équipes qualifiées, là, on peut se dire, bon, on peut croire rêver. On peut rêver du côté de la Nouvelle-Zélande. Le Nigeria, c'est la mer, c'est la mer de l'Afrique. C'est la mer de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a l'Afrique du Sud aussi qui avait émergé. Et la Zambie. Moi, la Zambie ne m'a pas surpris parce que c'est une équipe qui a pris le temps de travailler sa politique sportive féminine. Ça, là, il faut ajouter ça. Et je dis, c'est quand nous avions commencé aujourd'hui que la Zambie a commencé. Championnat féminin, vaille, on fait ci, on fait ça. Mais vous savez, le grand bénéfice de la Zambie, la grande politique, la belle, j'allais dire, politique de la Zambie, j'y arrive, la belle politique de la Zambie, c'est que dans le championnat, il y avait des enfants zambiens, il y avait des filles zambiennes. Il n'y a pas cette pléthoricité d'étrangères. Aujourd'hui, dans notre championnat féminin béninois, il y a assez de Nigérianes, assez de Ghanéennes. Je suis d'accord que nous sommes à une phase expérimentale, mais que les présidents de clubs commencent déjà à comprendre que le football féminin sera porteur d'avenir demain. En faisant quoi? En pensant à pupitre, en allant peut-être créer de petits tournois dans les écoles, tout ça là. Et là, on pourra voir. C'est ce que la Zambie a fait.
Donc aujourd'hui, la Zambie pour moi ne surprend pas parce que quand je regarde, quand j'ai pris l'échiquier, j'ai lu le palmarès de la Zambie n'a que fait sa politique avec la patience. Donc après, le Cameroun, les Camerounaises sont venues à cette CAN avec une pression. Vous savez, le président de la Fédé, à un moment donné, je le comprends, il a voulu leur doper le moral tel qu'il a dopé ce moral-là aux garçons. Malheureusement, il était là avant leur match, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller dans le temps. Il y avait une surconfiance et une pression. Donc, mélange de confiance et de pression, on passe à côté. Parce que 2 matchs nuls pour les Camerounais. Des matchs où on avait vu le Cameroun gagner normalement. Le Sénégal, le Sénégal est tombé sur un garçon. C'était la Tunisie lors des tirs au but. Le Sénégal, à un moment donné, a fait quand même parler d'elle. Je pense que l'Afrique, en général, à part le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun. Le Ghana, il y a d'autres équipes, d'autres nations de football qui s'annoncent aujourd'hui. Et je pense que le Bénin n'a pas encore démérité. Nous devons aller pas à pas. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qui nous reste. La question, où sont passées les filles cadettes qui ont joué la fois passée? Où sont passées les filles juniors qui ont joué la fois passée? Il faudrait qu'on préserve cela pour que demain on puisse parler effectivement du football féminin au Bénin, tel qu'on est en train de discuter actuellement de ce qui se passe du côté de la CAN. Voilà comment ces équipes-là nous font rêver, mais espérons poser un autre problème par rapport au championnat féminin. Mais en attendant de revenir par rapport à ce championnat féminin du côté du Bénin, pour cette compétition-là, quelle équipe peut triompher? On ne peut pas poser cette question. Mais les pronostics sont... On voit plus Afrique du Sud, Nigeria, mais on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas les résultats. Ce qui est sûr, nous allons attendre les résultats et voir ce que ça va donner. Le Nigeria, avec 11 titres alternatifs dans 13 compétitions, vous savez, au mondial prochain, je pense, moi je mise plus sur le Nigeria et l'Afrique du Sud. Parce que le Nigeria, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est l'équipe qui représente plus l'Afrique au niveau du football féminin. Oui. Avec 11 titres alternatifs, l'équipe là, elle aujourd'hui, du crainte par les équipes européennes et américaines. Lorsque vous prenez le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui ont un projet de société bien fourni, le Nigeria est venu avec un mental fort, mais il ne faut pas oublier que la Guinée équatoriale, si je ne me trompe pas, avait surpris le Nigeria en finale et a remporté la CAN féminine. Donc ça veut dire quoi? La demi-finale qui se joue peut-être, qui va se jouer aujourd'hui, je pense que le Maroc, aujourd'hui qui est pays organisateur, va chercher aussi à briser ce mythe-là et aller en finale pour remporter toujours fois aussi sa première CAN chez lui. Donc voilà les pronostics que je peux faire à ce niveau. Merci d'avoir échangé sur ce sujet-là. En attendant de revenir sur le football féminin, le développement du football féminin, ce qu'il faut faire, nous allons mettre un thème à cette émission et nous donner rendez-vous pour la prochaine fois. Merci d'avoir honoré le rendez-vous. Merci beaucoup, Yves. À la prochaine. À la prochaine.